Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Notre rapport à la santé a évolué. Face à un problème de mal-être ou de santé, nous ne savons pas toujours vers qui nous tourner ou qui consulter. Quels sont les bienfaits des médecines conventionnelles et complémentaires ? Comment mesurer à quel point notre rôle est essentiel ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Natacha Calestrémé, journaliste et écrivaine. Elle est l'auteure de 2 best-sellers, La clé de votre énergie et Trouver ma place. Après 10 ans d'observation et d'expérience pratique, elle s'est imposée comme une experte de la libération émotionnelle. Dans son nouvel ouvrage, Se donner toutes les chances, paru chez Albin Michel, elle donne la parole à des médecins et des chercheurs reconnus pour leur expertise scientifique et leur connaissance des pratiques thérapeutiques et ouvre de nouveaux horizons pour nous aider à aller mieux. Bonjour Natacha et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie, ravie de vous retrouver tous. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire Se donner toutes les chances qui vient de paraître aux éditions Albin Michel ? Alors, je me suis rendu compte, suite aux différentes pandémies, que nous étions tous perdus, que nous avions dû faire face à une médecine qui était devenue une médecine d'urgence, où on était finalement un peu livré à soi-même, avec les dérives que ça peut comporter. Et que les médecines complémentaires étant à la fois reconnues par l'OMS qui les sépare en 4 groupes différents et qui en a recensé plus de 400 et donc qui en les recensant finalement leur porte un intérêt, eh bien il y avait en même temps cette dichotomie dans le corps médical sur le fait que comme ce n'est pas validé par la science, il faut s'en méfier. Et voilà. Et donc, pour essayer de comprendre si le fait qu'on ne se soit pas validé par la science, est-ce qu'il faut s'en méfier? Est-ce qu'au contraire, il faut porter un intérêt à l'intérieur? Comment on fait lorsque finalement la médecine ne vient pas forcément à bout de notre problème? Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai donné la parole à 4 experts du monde médical qui s'étaient déjà en fait ouverts à ces pratiques pour s'être formés. Et donc un professeur de médecine, un professeur de psychiatrie, un médecin qui s'est formé à ces techniques et une spécialiste en épigénétique qui est un peu la discipline qui les relie toutes pour vraiment aider le patient que nous sommes tous à prendre les meilleures décisions et voir si on n'aurait pas un rôle à jouer dans ce mieux-être. Et justement, la médecine conventionnelle a tendance à se concentrer sur le traitement des symptômes. Selon vous, pourquoi est-il nécessaire d'en chercher la cause ? Alors, la recherche du symptôme, en sollicitant la médecine conventionnelle, la médecine classique, elle n'est pas optionnelle, elle est même indispensable et c'est la première des choses à faire. Il n'y a pas de débat là-dessus et c'est essentiel. Pourquoi ? Plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est important d'éradiquer, on va dire, la source du problème, l'infection, le microbe, le virus, la bactérie. Ensuite, il y a un deuxième point qui est très important, c'est que lorsqu'on souffre, on est incapable de travailler sur soi, on est incapable d'avancer. Et comme le dit très bien le professeur de médecine Gérard Osterman, la douleur aiguë alarme, la douleur chronique désarme. C'est-à-dire que si, imaginons qu'on ait une douleur au genou, au ventre, au dos, et que la douleur, elle alarme, et donc on va voir tout de suite. Il y a un effet comme ça
comment dire, centrifuge, c'est-à-dire on va vers l'autre pour essayer de trouver une solution. Mais si on ne vient pas à bout de notre problème, il y a des risques que ce problème-là devienne une douleur chronique. Et dans ce cas-là, c'est au contraire un aspect un peu centripète, c'est-à-dire qu'en fait, on se replie sur soi-même avec les risques notamment de dépression qui peuvent exister et qui font que finalement, on ne trouve pas de solution et on est dans la résignation et on se dit, mais ma vie, ça sera toujours la maladie et c'est horrible. Et donc, la recherche du symptôme, encore une fois, elle est essentielle, mais ce que m'ont fait découvrir ces experts, c'est que le risque, c'est qu'en se focalisant sur le symptôme, on s'identifie à notre maladie. Ma migraine, mon cancer, je suis anorexique, je suis obèse, je suis migraineux. Et lorsqu'on se focalise sur le symptôme, finalement, que ce soit en tant que patient ou pas en tant que patient, eh bien, on voit toujours le verre à moitié vide. Et on peut stresser. Or, on sait qu'aujourd'hui, le stress n'aide pas à la guérison. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est que en se focalisant sur le symptôme, on s'identifie à notre maladie, et comme le dit encore une fois le professeur Osterman, c'est un faux passeport, parce que il induit que des choses négatives. Le deuxième point important, c'est que en se focalisant sur le symptôme, on perd de vue l'émotion. Et l'émotion, elle est essentielle. On a tous vécu des événements douloureux, une perte d'emploi, du stress par rapport à un enfant, par rapport à un parent, le deuil d'un proche. Face à une émotion douloureuse, on somatise, on le sait, on le porte dans le corps. Et donc, quand vous avez une personne qui finalement va consulter pour un problème au dos et qu'on va chercher simplement le point technique, le problème technique et physique du dos, ce que m'ont fait remarquer ces médecins, c'est l'importance finalement de se dire que il y a quelque chose dans l'histoire du patient qui est révélateur d'une douleur je vais mal qui s'est transformée en une douleur j'ai mal. Et donc, si on reste bloqué sur le j'ai mal, finalement, le patient, il s'est adapté à cette demande. Il va aller chercher le j'ai mal, le symptôme. Mais au fond, ça cache souvent un je vais mal. Voilà. Donc ça, c'est important. Et je vais même citer Osterman qui dit évaluer et comprendre la vie émotionnelle du patient qui se plaint de douleurs chroniques permet d'intervenir et de traiter son problème avec plus de succès. Voilà, se fier à l'émotionnel. Donc c'est pour ça que le symptôme, c'est très bien, il faut l'éradiquer, mais il faut prendre le patient dans son ensemble, dans son vécu émotionnel. Totalement. Et c'est vrai qu'il y a souvent, enfin, sans rentrer dans le détail de, par exemple, la médecine chinoise, mais selon les endroits, enfin, de notre corps, finalement, il y a des révélateurs derrière. Enfin, il y a des liens, en fait, justement, directs avec l'émotionnel. Donc, c'est vrai que souvent, on a tendance, il y a des gens trop rationnels et c'est pas du traitement. Enfin, voilà, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Mais c'est vrai quand on est trop dans vouloir traiter uniquement le symptôme, ben, en fait, on en oublie peut-être ouais, l'origine, le point de départ, quoi. Complètement. Et on sait tous que l'émotionnel impacte notre santé. Et c'est d'ailleurs ce qu'a montré l'épigénétique. C'est pour ça qu'on va en parler tout à l'heure et que je voulais en parler dans l'interview. Et justement, y a-t-il une posture à privilégier en tant que patient face à son praticien lors des soins? Alors, c'est intéressant que vous me posiez cette question. Vous voyez, un des médecins évoque une étude qui montre que
lorsqu'on va voir son médecin, on est interrompu au bout de 18 secondes et que si on nous laisse tout le temps d'exprimer notre problème jusqu'à qu'en pensez-vous docteur, on arrive à 1 minute 32 en moyenne. Et donc, cette étude-là a été lue par un de mes proches qui me disait c'est vrai que mon médecin ne m'écoute pas et que moi-même je me suis pliée finalement à cette injonction, cette manière d'aller très vite. Et donc, depuis que j'ai lu ton livre, je ne sais pas si mon médecin a lu ton livre, mais il me dit, mais je pense pas. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui fait que je me donne plus de temps lorsque je vais le voir pour exprimer ce qui va mal. Et c'est ça, c'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est-à-dire que ouvrir les yeux sur le fait que la relation thérapeutique entre le thérapeute d'ailleurs, le soignant et le soigné, elle est essentielle. C'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Et c'est ce qui fait que euh, finalement, moi je vais exprimer ce qui ne va pas. Le soignant va m'écouter. Et c'est parce que je me sais écouter que j'ai confiance en son jugement, en son diagnostic, et que lui a confiance en mes ressources, qu'il va se passer ce phénomène de guérison parce que on va aller ensemble vers le traitement qui est le plus adapté pour moi. Et donc c'est formidable de se dire que finalement c'est une co-construction ensemble et il est essentiel que nous, patients, on puisse se rendre compte qu'on a notre rôle à jouer justement dans la communication des choses, dans la manière dont on est écouté et dans la manière dont on peut s'impliquer dans cette guérison. Voilà. Et c'est vrai que ce lien de confiance, c'est vraiment important. Je rebondis par rapport à ce terme parce que c'est très juste. Et donc, on en parlait juste tout à l'heure. Vous abordez dans votre ouvrage l'épigénétique. De quoi s'agit-il et en quoi concerne-t-elle notre santé? Alors, l'épigénétique, c'est costaud, hein. Il a fallu que je lise beaucoup de livres, que j'interviewe Isabelle Mansuy, qui est pionnière en hérédité épigénétique, pour essayer de comprendre les choses. Et j'ai mis parfois pas mal de temps à comprendre et à simplifier au maximum dans le livre pour que ce soit vraiment accessible à tous. Mais je dirais que c'est finalement la discipline qui permet de comprendre tout ce que la génétique ne peut pas expliquer. C'est-à-dire que l'épigénétique montre combien les facteurs environnementaux, alors dans les facteurs environnementaux, il y a quoi? Il y a notre environnement, pollué ou pas, notre alimentation, les gens qui nous entourent, on n'est jamais seul, notre vécu, notre émotionnel, mais aussi ce qu'ont vécu nos parents et nos grands-parents avant nous. Ces facteurs-là environnementaux impactent les cellules de notre corps. Notre corps, il est sans arrêt en train de se renouveler. Chaque cellule est en train de se renouveler tout au long de la vie. Et il faut savoir que, en fait, les cellules, la manière dont elles se reproduisent, eh bien, si tout va bien, c'est impeccable. Mais ce que l'épigénétique a montré, c'est que le moindre stress, à cause de deux hormones qui sont le cortisol et l'adrénaline, euh, peuvent fausser ce codage ou cet encodage de nos cellules qui, à partir de cellules indifférenciées, doivent devenir des cellules de foie, de cœur, de rate, d'os. Et donc, dans cette reproduction de cellules, à cause notamment du cortisol et de l'adrénaline, et bien d'autres choses, mais c'est très complexe, eh bien, certaines cellules qui ne devraient pas se reproduire se reproduisent, d'autres qui devraient se reproduire ne se reproduisent pas, et d'autres encore qui devraient se reproduire d'une certaine manière se reproduisent d'une autre manière. Et l'épigénétique montre surtout que, à partir du moment où on vit une épreuve, cela peut impacter nos cellules ou pas, c'est pas systématique, ça c'est très important de le préciser, et que cela peut impacter nos enfants, voire nos petits-enfants, donc 3 générations, le parent, l'enfant, le petit-enfant, sur le plan
humain, ça a été montré et démontré au niveau comportemental, et sur le rat de laboratoire, ça a été montré sur le plan comportemental et cellulaire sur 5 générations. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que l'épigénétique a montré que ces altérations de notre génome, elles sont réversibles. Elles sont totalement réversibles. Non seulement elles sont pas systématiques, mais elles sont réversibles. Et ce qui m'a intéressé dans cette discipline, c'est qu'on voit bien combien l'émotion impacte nos cellules et que l'émotionnel de nos parents, de nos grands-parents, peut également impacter nos cellules. Et là, je fais dans le livre le rapprochement avec les travaux de Anne Ancelin-Schutzenberger, qui est cette psychothérapeute française de renommée internationale, qui a fait 20 ans d'études cliniques sur la psychogénéalogie, qui est cette discipline qui permet en fait de comprendre que, et là je cite le docteur Janssen, à partir du moment où on fait l'effort de se pencher sur les épreuves de notre famille, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, si on a des informations, on voit des récurrences, ce que Anne Ancelin-Schutzenberger appelle des loyautés familiales. Il y a des choses qui reviennent, et alors ça veut dire qu'on peut complètement s'en libérer, quelle que soit la technique qu'on va employer, on peut s'en libérer. Certaines personnes, et c'est ça qui est important en fait, ce que qui était important de préciser en fait dans ce livre, c'est que à partir du moment où on ouvre les yeux sur, imaginons un mal au dos, qui pourrait venir de notre passé, du fait que, comme le dirait la sagesse populaire, j'en ai plein le dos de donner beaucoup d'attention à mes proches sans en recevoir les bénéfices, par exemple. Mais qui peut également, et c'est le prisme que l'on propose dans ce livre, signifier que avant nous, notre mère a tout donné et qu'elle en recevait pas les lauriers, voire que la grand-mère aussi, et que il y a peut-être quelque chose à comprendre dans ce que l'on appelle un héritage émotionnel. Et que Anne Ancelin-Schutzenberger, elle dit, je la cite, il suffit parfois de comprendre, d'ouvrir les yeux sur cette hérédité émotionnelle pour l'éradiquer définitivement. Pour d'autres personnes, elles vont aller voir un psychiatre, un psychothérapeute, et qui va leur dire, écoutez, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, eh bien, sachez que certes, vos parents ont vécu des choses comme ça, ou bien dans votre passé, vous avez vécu ça, mais peut-être c'est parce que quand vous étiez petite fille, vos parents vous disaient que vous deviez faire les choses sans jamais penser à vous, et que un peu comme une injonction, et que vous pouvez vous libérer de ça. Et ça va suffire pour s'en libérer. Peut-être qu'une autre personne va aller voir un guérisseur qui va dire, mais attendez, peut-être que ce mal au dos, ça vient parce que l'énergie ne circule plus, et qui va faire un acte psychomagique pour que l'énergie circule, et ça va marcher parce que la personne pense que ça va l'aider. Et encore une autre possibilité où la personne va se dire, ah ben c'est un héritage transgénérationnel, et je peux peut-être faire par exemple le protocole 7 de Natacha Calestrémé dans ses précédents livres, et ça va lui parler, ou peut-être faire une constellation familiale, et qui est ce principe qui finalement nous positionne au centre de notre famille, et où on peut se libérer de ces liens par le biais de l'imagination, voilà. Et donc, quelle que soit la technique, on voit bien que l'important, c'est finalement ce qui nous parle, nous, et combien même il est essentiel de faire appel à des thérapies qui nous parlent, à quelque chose auquel on croit. Ça, c'est hyper important, parce que ça fait partie des clés de la guérison. Ça, c'est le professeur Osterman qui en parle. Je ne sais pas si vous avez une question autour de l'effet placebo. Mais c'est vrai que c'est ce qui me venait, parce que je voulais parler des loyautés, et c'est important, je trouve, je rebondirais juste là-dessus, c'est que finalement, quand on est malade,
quand on a un souci de santé, quel qu'il soit, qu'il soit plus ou moins grave, il faut revenir à l'émotionnel, mais il faut aussi aller un peu plus loin et voir effectivement dans toute cette lignée familiale. Et en plus, c'est vrai que sur l'effet placebo, parce que ça, c'était très intéressant aussi dans votre livre, c'est vrai que je ne l'ai pas relevé dans mes questions, mais c'est vrai que si vous pouvez nous en dire un peu plus, parce qu'il y a aussi ça, il y a tout ce côté où finalement, je rebondis par rapport au lien de confiance que vous disiez, qui est très important avec le praticien, quel qu'il soit, conventionnel ou médecine complémentaire. Mais il y a aussi finalement, et c'est vrai que j'en parle à la fin de mon interview, mais cette notion du rôle qu'on joue en tant que patient. Et en fait, tout est mêlé, en fait. Mais c'est vrai que justement, pour l'effet placebo, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement? C'est vrai que on l'a dit, quand on a une douleur, on est malade, on va aller voir le médecin voilà, parce que c'est indispensable. Mais qu'ensuite, comme vous venez de le préciser, l'important est de se dire, surtout si c'est quelque chose qui revient. Par exemple, une inflammation au coude, et puis tout d'un coup ça revient. Je me fais opérer d'une hernie, et puis hop, ça revient. J'ai des migraines qui reviennent. J'ai des problèmes de constipation latente, etc. Bon, du coup, si ça revient, c'est qu'on n'a pas trouvé la cause. Et donc, il faut chercher sur le plan émotionnel. Donc, on éradique la douleur, parce qu'on ne peut pas travailler sur le plan émotionnel si on a la douleur, donc avec des médicaments, avec médecine classique. Et ensuite, on poursuit le travail. Et c'est d'ailleurs ce que je propose dans la fin du livre, mon carnet, qui est une prise en main comme ça du lecteur, où je lui propose de passer par différentes étapes pour justement prendre du recul sur les choses. Et pour revenir à votre question autour de l'effet placebo et à cette confiance dont on parlait en préambule, c'est que euh, l'effet placebo, en fait, ça vient d'une histoire au départ où on a un anesthésiste sur le front italien pendant la Seconde Guerre mondiale qui n'a plus de morphine et il a une quantité de combattants qui sont là et qui souffrent des horreurs et qui hurlent. Et il leur injecte une solution saline en leur faisant croire qu'il s'agit de puissantes doses de morphine. Et bizarrement, il constate qu'un certain nombre d'entre eux cessent de souffrir. Pourtant, certains d'entre eux sont carrément amputés. Bon, voilà, Qu'est-ce qui fait finalement que le cerveau est leurré? C'est ce que le docteur Osterman appelle la croyance d'attente. C'est-à-dire cette confiance dont on parlait, qui est qu'on est convaincu que le médecin nous apporte de l'aide nécessaire, celle dont on a besoin, et le médicament qui va nous aider. C'est pour ça que, quelle que soit finalement la thérapie vers laquelle on va se diriger, s'orienter, eh bien, c'est essentiel d'avoir confiance parce que on met de notre côté cet effet placebo qui marche dans 35% des cas en moyenne, qui peut aller jusqu'à 70% dans le cas de migraine ou de dépression, et qui va jusqu'à 90% dans le cas d'arthrose, d'arthrite. Donc, le pouvoir du mental, il est essentiel. Et pour ceux qui seraient tentés de dire oui, mais justement, tout ça, c'est dans la tête, ça n'existe pas vraiment, etc., je vais citer à nouveau professeur Osterman qui dit que la médecine classique et notamment le médicament sont validés d'après une comparaison avec l'effet placebo. Donc, si on évalue un médicament et qu'on le met sur le marché en comparant d'un côté une population de malades qui prend le dit médicament et une autre population de malades qui prend une substance sans effet thérapeutique, en étant convaincu que c'est un médicament, eh bien, ça prouve bien que la science, le médicament, se fie à un effet qu'il ne peut expliquer, que nous ne pouvons expliquer, qui est le pouvoir du cerveau. Et ça, c'est fascinant. Donc, ce pouvoir et c'est en cela d'ailleurs que le rôle du patient est essentiel. C'est que il est important qu'il aille et qu'il se dirige vers les thérapies qui lui parlent.
Donc c'est important finalement de s'écouter aussi, parce que c'est vrai qu'il y a souvent on le voit dans beaucoup de choses d'ailleurs, cette injonction, par exemple, ça a marché pour telle personne ou telle personne nous conseille telle chose, mais c'est pas parce que ça fonctionne pour une personne que ça fonctionne pour nous, et parfois on peut y aller parce qu'on se dit oui, mais bon, si ça se trouve, en fait c'est vraiment important de s'écouter en fait aussi, de voir vraiment, mais ce qui nous parle vraiment. Complètement. D'ailleurs, ça fait partie des indications que je donne dans mon carnet à la fin, qui est d'être attentif à son ressenti. Si le thérapeute, que ce soit un médecin ou un thérapeute, quel qu'il soit, vous dit quelque chose qui ne vous parle pas, qui ne correspond pas, ou bien il y a que moi qui peux vous guérir, ou bien vous avez besoin absolument d'une deuxième séance alors que c'est faux, eh bien, c'est important de préciser et de dire non, ça ne me convient pas. Euh, voilà. Mm. Et c'est aussi pour cette raison que si on est amené face à une maladie à prendre un médicament, euh, ou je pense à une chimiothérapie, à une radiothérapie dont on connaît les effets secondaires, euh, Mm. eh bien, ça c'est le docteur Janssen qui dit euh, il est essentiel de le prendre en étant joyeux de le prendre, en étant convaincu qu'il va nous aider. Et c'est pour ça qu'il est essentiel, même face à un médecin, de poser la question, en quoi cela va m'aider? De comprendre Mm. les mécanismes pour finalement se donner plus de chances de guérir. Si on est convaincu par l'explication, eh bien, on va mettre, en plus du médicament, cet effet placebo qui aide tant finalement la guérison. Ouais, c'est vraiment important de communiquer, en fait, c'est vraiment ça, et d'oser dire les choses aussi, parce que ça arrive, il y a des gens parfois, enfin moi je l'ai vu dans ma famille, mais c'est vrai que j'avais une grand-mère qui avait tendance à faire confiance, mais qui osait pas dire non plus. Donc je me dis, c'est important aussi de se positionner en fait face aux médecins ou face aux praticiens, quels qu'ils soient finalement, d'oser dire ses ressentis, quoi. Complètement, complètement. Je pense à une personne qui avait mal au ventre et qui avait fait tous les examens et coloscopie, célioscopie, on lui avait rien trouvé et on lui a dit, écoutez, monsieur, c'est dans la tête. En gros, ça n'existe pas, c'est une maladie imaginaire. Bon, on a raté notre examen de malade, on va dire. Bon, eh bien, mais déjà dire c'est dans la tête, ça prouve qu'il y a quelque chose qui se passe et c'est émotionnel qui est douloureux. Et, 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 Mm. et bizarrement, cet homme a fait appel à un thérapeute non conventionnel qui lui a dit il est possible que ça vienne d'un problème dorsal. Il dit mais j'ai pas mal au dos. Dites à votre médecin que vous avez mal au dos. Et c'est ce qu'il a fait. Et ils lui ont fait un IRM, je crois, et on lui a trouvé une hernie, en fait, euh, qui n'avait rien à voir avec le ventre, mais il ressentait la douleur dans le ventre. Voilà. Et sinon, sinon, on lui disait, c'est dans la tête. Donc, c'est essentiel de s'écouter, comme vous disiez, et puis de s'ouvrir peut-être, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai écrit le livre, de s'ouvrir à toutes les thérapies en faisant attention à certaines dérives, parce qu'il y en a, pour justement venir à bout d'une douleur et éviter qu'elle devienne chronique. En quoi la spiritualité peut-elle avoir une incidence sur notre santé? Alors ça, c'est le professeur de psychiatrie Jacques Besson qui en parle. La spiritualité, on pourrait se tromper en imaginant que c'est quelque chose qui est en lien avec la religion, pas du tout. La spiritualité, c'est le fait de se relier à quelque chose de plus grand que soi. Certains vont dire Dieu, d'autres vont dire l'univers, d'autres tout simplement notre force de guérison, notre pouvoir de guérison. C'est quelque chose qui sort de notre ego. C'est la croyance que l'on met dans enfin, la certitude que l'on va pouvoir venir à bout de notre maladie et le fait de se relier voilà, à quelque chose qui nous dépasse. Le professeur de psychiatrie Jacques Besson évoque notamment la prière de sérénité qu'il a testé dans le cadre des alcooliques anonymes, il a fait partie en fait de ces médecins psychiatres qui suivaient les alcooliques anonymes. Et il disait, et il nous dit dans le livre, euh, comment peut-on expliquer qu'une personne qui était alcoolique
puisse arrêter du jour au lendemain à boire simplement en récitant la prière de la sérénité. C'est assez incroyable. Il dit ça dépasse complètement tout sur le plan biologique au niveau médical. On peut pas le comprendre. La spiritualité, c'est ça, cette espèce de reliance avec une force qui nous dépasse, qu'on n'explique pas. Et il fait référence à la salutogenèse, qui est quelque chose qui a été mis en place par Viktor Frankl, un neuropsychiatre qui est parti dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale et qui voit toute sa famille en fait décimée. Et il se rend compte que les personnes qui tiennent, ce sont celles qui voient dans l'avenir quelque chose qui les porte. Retrouvailles avec quelqu'un qu'ils aimaient, retrouvailles avec une profession qu'ils aimaient, retrouvailles avec une passion, le piano ou le violon qu'ils aimaient. Quelque chose qui, en se projetant dans l'avenir, leur donne la force de tenir. Et c'est en cela, en fait, le sens que l'on va donner à notre vie. Et ce que j'ai beaucoup aimé et apprécié dans le discours de Jacques Besson, c'est justement le fait qu'il explique que en se détachant du symptôme, en se focalisant sur nos parties saines et sur un avenir où finalement on est guéri, on se donne beaucoup plus de chances d'aller mieux. Et là, Gérard Stallman nous prend par la main et il nous dit, et d'ailleurs je propose à ceux qui nous écoutent de faire l'exercice en même temps, imaginons que vous êtes malade, que vous avez une douleur quelque part, et que pendant la nuit, un guérisseur céleste, appelons-le comme ça, s'est penché sur votre cas et vous a totalement guéri. Vous l'ignorez totalement. Vous vous réveillez, vous ne savez pas que vous êtes guéri. Mais comment allez-vous voir que vous êtes complètement guéri? Sophie, je ne sais pas si vous avez un petit bobo quelque part, mais imaginons que je vous pose la question, comment vous allez voir que vous êtes complètement guéri? Comme ça, spontanément, je dirais j'ai plus de douleur. Je pense au dos notamment, parce que ça m'arrive d'avoir mal au dos. Et si j'étais guérie, je me dirais, tiens, je sens plus. Je sens plus cette douleur chronique que je pourrais sentir au niveau de l'omoplate, par exemple. Très bien. Alors, je vais maintenant vous poser votre question. Qui, dans votre entourage, va se rendre compte en premier que vous n'avez plus mal au dos, en dehors de vous? Je pense à mes proches. Voilà. Je le verbaliserai plus, en fait, je le dirai plus. Je pense notamment aux plaintes qu'on peut se dire tiens, j'ai Voilà. mal au dos. Déjà, je le dirai plus. Donc déjà, on se dirait, tiens, c'est bizarre, tu te plains Alors, plus. c'est exactement la question suivante. Que va dire ce proche lorsqu'il va se rendre compte que vous êtes guéri? Tiens, ça fait un moment que tu n'as pas dit que tu te plains de ton dos. Ou bien, tiens, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui s'est redressé. C'est ça. Et j'avais cette Euh, vision-là, ouais, aussi. voilà. Ou bien peut-être qu'il y a quelqu'un qui va rigoler en disant, t'as pas fini ta croissance, t'as grandi. Bon, à travers toutes ces questions, il y en a une autre aussi qui le dit, c'est qu'est-ce que vous allez pouvoir faire que vous ne faisiez pas parce que vous êtes guéri? Et je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes à travers ces questions, mais on voit bien que lorsqu'on prend le temps de réfléchir à ces questions, on se positionne en étant guéri. C'est ça, exactement. Et cela crée un bain positif auprès des neuromédiateurs qui finalement nous sont des facteurs de grande guérison. Voilà. C'est quelque chose qui change l'ambiance à l'intérieur de nous et qui favorise en fait la guérison, ce que explique le professeur Osterman. J'ai vraiment cette vision finalement et même en lisant votre livre, cette notion où en fait tout vient finalement de nous, mais de notre posture en fait. C'est déjà de regarder sa posture face à son souci de santé, quel qu'il soit chronique, grave, pas grave, peu importe. Mais c'est vraiment, ça vient de soi finalement. C'est déjà se dire, tiens,
comment je me positionne, en fait. J'ai vraiment cette... Complètement. Et en fait, si vous ouais. voulez, c'est un cheminement Ouais, qu'on propose là ensemble. exactement. C'est-à-dire de se dire, tiens, et si je considérais la vie et la maladie et la douleur autrement? Et si tout d'un coup je regardais un petit peu les choses entre la douleur et la souffrance? Et si je prenais conscience que tout d'un coup ma douleur n'est plus juste aiguë, mais peut-être chronique, et peut-être que ce n'est pas normal, et peut-être que ça veut dire que je n'ai pas trouvé la cause, et peut-être que ça veut dire que, en plus de la médecine classique, eh bien, il y aurait peut-être intérêt à ce que je m'ouvre à d'autres pratiques pour essayer de me sortir de cet aspect chronique, qu'il y a des choses qui existent. Ça marche pas, mais au moins je tente. Et ce cheminement-là, eh bien, c'est ça que j'avais envie de proposer. Au-delà d'une réconciliation entre les médecins, c'est plus prendre le lecteur par la main en se disant, tiens, il y a quelque chose de l'ordre de la reconsidération de la maladie, de mon rapport à la maladie, de mon rapport à mon avenir guéri. Tout ça qui fait que tout d'un coup, je me donne plus d'opportunités de sortir du problème et d'aller vers un mieux-être. Ouais, totalement. Et quel message aimeriez-vous passer à nos éditeurs, même si vous nous aviez dit effectivement à travers votre ouvrage ce que vous vouliez transmettre? Alors, je dirais que ayez confiance en vos ressources, croyez en votre pouvoir d'auto-guérison en créant une vraie relation entre le thérapeute que vous aurez choisi et vous-même, en reconsidérant votre rapport à la maladie. Quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange, si vous aviez un mot à nous dire? Souriez à la vie. Dans chaque épreuve, qu'elle soit de vie ou de santé, se cache un cadeau mal emballé, un message qui est à notre portée, quelque chose dont on peut se libérer. Et je vous souhaite d'être en pleine forme. Merci en tout cas, Natacha, pour notre échange. Et j'invite en tout cas les auditeurs à découvrir votre ouvrage Se donner toutes les chances, qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Et le lien sera sous cet épisode. Un grand merci. Avec grand plaisir. Merci infiniment, Sophie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!